Bonjour, bienvenue sur Acteur Public TV. Merci de nous rejoindre en direct du Conseil économique, social et environnemental à l'occasion de ces 8e rencontres des acteurs publics, alors que l'Assemblée nationale examine une nouvelle fois le projet de loi NOTRe dans un climat, on peut le dire, de relative lassitude. Nous allons parler des compétences dans les territoires. Qui décide, qui a vraiment le pouvoir, qui le veut vraiment? L'État est-il en train de reprendre la main, de réarmer ses services déconcentrés? Tout cela, bien sûr, dans une période, on le sait, de contraintes budgétaires. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir la sénatrice centriste Jacqueline Gourault. Bonjour Jacqueline Gourault, merci. Prenez le micro. Bonjour, pardon. Vous êtes vice-présidente du Sénat et on a l'habitude de vous accueillir lors de ces rencontres sur tous les sujets qui touchent bien entendu au sujet de décentralisation et de réforme territoriale. Merci d'être parmi nous. Valérie Rabault, bonjour. Bonjour. Députée socialiste et rapporteure générale du budget à la Commission des finances de l'Assemblée. Bernadette Malgorne, bonjour. Bonjour. Ancienne préfète, je vais être un peu long pour vous. Ancienne préfète, ancienne secrétaire générale du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui élue locale. Vous êtes présidente du groupe régional, présidente du groupe de droite et du centre au Conseil donc régional de Bretagne. Vous êtes aussi conseillère communautaire à Brest. Métropolitaine maintenant. Métropole de Brest. Et Jean-Pierre Sueur. Bonsoir. Bonjour, sénateur du Loiret. On ne vous présente pas, ancien président de la commission des lois. Jacqueline Gourault, je commence par vous. La loi NOTRe va-t-elle changer quelque chose au final sur l'équilibre des pouvoirs dans les territoires? Est-ce qu'on peut le savoir? On sait que le texte, on arrive quand même au bout. Hein. Oui, bien sûr. Dans quel sens? Ça va évoluer. Alors, en faisant bref, il va y avoir une clarification des compétences. Alors, on aurait peut-être pu espérer une plus grande clarification, mais bon, il va y avoir une clarification des compétences entre les différents niveaux de collectivité territoriale, avec notamment, pour faire un bref panoramique, un renforcement des pouvoirs de la région, notamment dans le domaine économique. C'était une tentative qui avait déjà été faite par Jean-Pierre Raffarin en 2004 et qui avait échoué, mais qui là, je crois, va réussir, car il y avait un certain consensus sur ce sujet. Les départements sont maintenus, je crois qu'il faut le préciser, dans la mesure où on est passé par un certain nombre d'étapes et d'interrogations sur le maintien des départements, avec comme grande compétence, évidemment, les compétences sociales et de solidarité territoriale. Et puis, on poursuit, troisièmement, le troisième grand axe, c'est le renforcement de l'intercommunalité. Voilà, pour faire bref, vraiment bref. Hein. Donc renforcement de la communauté, mais un vrai pouvoir pour les régions. Donc un rééquilibrage, en fait, au profit des régions. Ça, on en est à peu près sûr maintenant. Enfin, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, si je reprends l'affaire de la compétence économique, certes, la région aura la responsabilité des grandes orientations, des schémas économiques, aura l'aide aux entreprises, mais ne pourra pas, je dirais, être une collectivité territoriale déconnectée du rôle des intercommunalités qui, je vous le rappelle, ont été à l'origine créées justement sur le thème du développement économique et d'une taxe professionnelle unique progressivement installée sur les territoires. Donc, il y a bien là deux jambes pour le développement économique, à la fois la région et également les intercommunalités, petites ou grandes, bien sûr. Ça va des communautés de communes jusqu'aux métropoles. Je crois que c'est très important, effectivement, de rappeler que on ne peut pas être dans un monde qui vit avec des collectivités territoriales qui vivent coupées les unes des autres. Je crois qu'il y avait nécessité de clarifier. Par exemple, les départements donc n'auront plus la compétence économique au sens, je dirais, de politique économique indépendante d'une volonté régionale, mais il est clair que les régions ne pourront pas faire sans les intercommunalités et la vocation des intercommunalités, je dirais, de développement économique sur le territoire. Et en ce moment, on en a bien besoin, hein, de développement économique et d'emploi. Voilà. Valérie Rabault, qui selon vous va voir son pouvoir renforcé? Vous y croyez, vous, à ces régions qui enfin ont du pouvoir?
Alors, dans les régions. Moi, je souscris à ce qui vient d'être dit. Quand on prend le développement économique, on a une agence de développement économique en général à l'agglomération, une autre dans le département et une troisième à la région. Typiquement en Midi-Pyrénées, c'est ça, une en Midi-Pyrénées, une dans mon département et une à Montauban. Ce qui fait beaucoup, et je crois que les citoyens, et notamment les entreprises qui viennent les voir, ne s'y retrouvent plus. Alors là, pour le coup, le millefeuille, il est assez épais en la matière. Et le deuxième corollaire, c'est que non seulement les citoyens, les usagers ne s'y retrouvent plus, mais le deuxième, c'est que on a besoin, dans un espace ouvert qui est la mondialisation ou l'Europe, d'avoir des régions qui se définissent une doctrine et une ligne économique. C'est-à-dire qui se disent dans 10 ans, quelles seront mes 2 ou 3 industries phares qu'il faut que je soutienne. Encore une fois, moi je viens de Midi-Pyrénées. En Midi-Pyrénées, l'aéronautique est très importante, l'agriculture aussi. Mais l'aéronautique, aujourd'hui on a 10 ans de carnet de commandes devant nous. Mais dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'industrie qui va prendre le relais? Et ça, il faut qu'il y ait un acteur public, et j'insiste bien sur public, je n'oppose jamais le public et le privé, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un acteur qui réfléchisse à ce développement, se disant est-ce qu'il faut que ce soit l'énergie, est-ce qu'il faut qu'on pousse plus la santé, selon les atouts qu'on a déjà. Et aujourd'hui, il est clair que, bon, la Datar a un peu changé de mission, on va dire. Il est clair que cet acteur économique qui réfléchit en termes de schéma global n'existait pas, ou en tout cas pouvait réfléchir tout seul dans son coin sans que personne l'écoute, ce que ce soit pas prescriptif, et que dans le fond, il ne se passe rien. Mais je crois que ça, c'est une très grande avancée de la loi NOTRe. Jean-Pierre Sueur, qui va être l'échelon bénéficiaire selon vous? Parce que ce qu'on entend aussi, on a entendu Marie-Lise Lebranchu sur ce plateau ce midi encore rappeler que ce n'était pas vraiment un exercice de décentralisation, mais plutôt un exercice de clarification des compétences. On avait compris, mais on entend dans le même temps se mettre en place la réforme de l'administration territoriale de l'État, donc les services de l'État, et on nous explique, notamment Bernard Cazeneuve, que eh bien, les services de l'État vont être renforcés là ou là, notamment dans les départements. Est-ce que finalement, cette sorte de confusion territoriale, le fait de ne pas avoir accepté cette fois-ci vraiment de décentraliser, eh bien, on ne va pas se retrouver dans certains cas avec l'État qui une forme de recentralisation dans certains cas? Est-ce que c'est une crainte aujourd'hui? Écoutez, il faut être clair. Oui, il faut être clair sur ce sujet-là. Soyons très clairs. La France n'est pas un pays fédéral. Et la France a besoin d'un État fort. Elle a toujours grandi comme ça, elle s'est développée comme ça, elle s'est constituée comme ça. Quand je dis un État fort, ça ne veut pas dire un État qui fait tout. Parce que dans ce cas, ça peut être un État ankylosé. Et c'est pourquoi la décentralisation est une bonne chose. Et enquiquineur aussi, parfois, pour les collectivités. Parfois. Mais moi, je suis pour un État fort. Ça veut dire un État qui fait ce qu'il a à faire, veiller aux tâches régaliennes et faire aussi très attention à la solidarité. Parce que, voyez-vous, la décentralisation, ce n'est pas l'addition de 13 égoïsmes régionaux, de 101 égoïsmes départementaux et de 36 000 égoïsmes communaux. Nous sommes tous des serviteurs du bien commun. Et à cet égard, la solidarité n'est pas un vain mot. Je sais que quand on est élu local, je l'ai été longtemps, on défend son drapeau, on dit voilà, rien n'est trop bien, rien n'est trop beau pour ma ville, mon département, ma région. Mais l'État a un rôle majeur. Deuxièmement, moi j'étais d'accord avec l'intuition initiale. Il faut simplifier et il nous faut des régions fortes et il nous faut des communautés fortes. Dans le respect des communes, parce que si vous portez atteinte aux communes en France, vous niez l'histoire de France. Les Français ont les communes dans le cœur. Les communautés ne sont pas contre les communes, elles sont pour être plus forts ensemble. Je rappelle que vous avez été l'un des artisans, il y a une vingtaine d'années, des communautés de communes. Voilà, il y a longtemps. En 92. En 92, mais remarquez bien, il a fallu secrétaire d'État 20 ans, chargé des collectivités locales. 20 ans pour que les communautés de communes se généralisent. Aujourd'hui, l'intercommunalité, elle est passée dans les mœurs. Et chacun voit bien qu'il faut des communautés de communes fortes, des communautés d'agglomération fortes, des métropoles fortes, qui fassent un maillage, et des régions qui soient fortes. Ça ne veut pas forcément dire des grandes régions. À cet égard,
Bon, moi, je regarde ce qui a été fait avec intérêt. Nous sommes dans une région avec Jacqueline Gouraud qui s'appelle Centre-Val de Loire, qui est restée avec ses 6 départements. Je ne m'en plains pas. Nous sommes à taille humaine. Voilà. Bon, j'ai assez parlé, hein, Monsieur le Président. Est-ce que sur ce rôle de l'État, en fait, Marlène McGurn, vous ne pouvez pas être en opposition avec ce qui vient d'être dit par Jean-Pierre Sueur. Vous êtes préfète à l'origine. Vous êtes maintenant à la Cour des comptes. J'ai oublié de le rappeler tout à l'heure. Vous êtes conseillère maître à la Cour des comptes. Mais vous êtes élu local. Effectivement, j'ai du mal à me passionner pour les questions de mécano administratif et de cartographie sur un coin de table. Je pense, je crois ne pas être la seule, que le problème le plus urgent n'était pas celui de redécouper les régions. Ça n'est peut-être pas non plus de savoir si c'est 5, 10 ou 15 000 habitants qui est le seuil nécessaire pour faire des regroupements obligatoires pour l'intercommunalité. Et puis je pense même pas que c'est de savoir comment on se partage le pouvoir entre l'État et les collectivités locales. Parce que ce que nous dit le citoyen, c'est vous, les pouvoirs publics, tout confondu, ils, eux, vous, eh bien, vous êtes impuissants. On a des tas de problèmes, on a des problèmes de chômage massif, on a des problèmes d'insécurité, on se pose des questions avec le radicalisme. Bon, il y a quand même des tas de sujets qui interpellent nos concitoyens. Et de nous voir discutailler, voire nous étriper sur des questions qui sont finalement complètement exotiques pour le citoyen, ça leur donne leur sentiment qu'on ne s'intéresse pas prioritairement à eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre dans tout cet exercice? Alors, il se trouve que je suis aussi conseillère régionale siégeant avec Marie-Lise Lebranchu et que je l'ai vue partir tout feu tout flamme au début de son mandat ministériel, d'ailleurs avec des idées de bon sens et s'inspirant beaucoup de l'expérience bretonne. Bon, on croit toujours que son coin est le plus joli, mais bon, il faut aussi prendre un petit peu de recul et avoir de l'esprit critique. J'avais eu l'occasion de lui dire d'ailleurs que ces fameuses coordinations des exécutifs qu'elle promeut au niveau de chaque région avaient quand même un petit inconvénient, c'est qu'il n'y avait que les majoritaires qui discutaient entre eux. Et quand ensuite on venait proposer le produit des débats des exécutifs, donc des majoritaires devant les différentes assemblées, la démocratie locale en prenait quand même un petit coup, parce que quelle était la place pour le débat? Alors, je crois qu'il y a des grands facteurs de mutation qui touchent à la fois l'État et les collectivités locales et qu'il faut qu'on sache les regarder ensemble. On a bien entendu, vous l'avez dit madame, la mondialisation et ça change beaucoup de choses. Et une partie spécifique de la mondialisation qui est le numérique. Le numérique qui change considérablement la relation du citoyen avec les pouvoirs, la puissance publique, disons. Puisque j'espère toujours qu'il y aura une puissance publique et pas seulement une impuissance publique. Hein. Ça change beaucoup les relations parce que le rôle du préfet napoléonien classique, eh bien, c'est qu'il détenait de la part du premier consul, la priorité, la primeur de l'information, des consignes, de ce qu'on allait faire passer à cheval jusqu'au bout du département. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, nous consultons tous en temps réel vos débats au Parlement, les comptes rendus du Conseil des ministres. Nous savons ce qu'est en train de raconter M. Tsipras et ce qu'a dit hier M. Juncker. Bon. Donc, le rôle des administrations, qu'il s'agisse de l'administration de l'État ou des collectivités locales, doit tenir compte de ça. C'est pour ça que lorsque j'étais secrétaire général du ministère de l'Intérieur et donc rapporteur de la REAT numéro 1, de la réforme de l'administration territoriale de l'État première manière, j'avais effectivement beaucoup milité pour le renforcement de l'échelon régional de l'État, que le portage des politiques publiques s'arrête à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas de démembrement départemental des grandes fonctions ministérielles, disons techniques, et qu'en revanche, l'échelon départemental soit concentré un petit peu sur la gestion du citoyen avec toute cette nouveauté, avec tous ces problèmes qui l'interpellent le plus. L'ordre public, y compris l'ordre public social, ce qui met dans une relation mais tout à fait gérable avec les conseils
départementaux maintenant, sur les histoires par exemple de maltraitance institutionnelle chez les personnes âgées ou d'autres choses comme ça. Il faut avoir un œil quand même d'État qui demeure. Donc ordre public et ordre public social. La notion d'utilité publique relue à la lumière du développement durable. Et troisièmement, disons, l'animation du débat public. On a une commission nationale du débat public. Il y a eu des militants de la démocratie participative, j'en suis. Et simplement, il faut aussi faire vivre des procédures autrement que des circulaires Bouchardot ou des enquêtes publiques à l'ancienne. Et ça devrait être pour moi aussi un rôle permanent de l'échelon départemental de l'État. Valérie Rabault, est-ce que vous avez compris, vous, pourquoi le gouvernement ne s'était pas engagé vers une nouvelle étape de la décentralisation? Parce que je crois que c'est la question principale quand vous allez faire un marché, que vous rencontrez des entreprises, c'est qu'ils vous disent parfois on a du mal à s'y retrouver. On sait pas. Moi, j'ai des personnes qui viennent voir ma permanence parlementaire. Moi, je suis pas ni élu régional ni élu départemental, qui me disent j'ai tel problème, qui je vais voir. Et cette question-là, ce qui rejoint un peu votre question sur l'impuissance peut-être perçue, ou en tout cas le manque de puissance de l'autorité publique, c'est par ces petites questions qu'elle s'exprime. Et donc je crois qu'avoir une vision très claire, la région porte notre futur pour imaginer l'activité économique de demain. Pas toute seule, encore une fois, pas toute seule. Le département assure les solidarités qui sont indispensables. Solidarité intergénérationnelle sur tous les âges de la vie. Solidarité quand on a des accidents de la vie avec le RSA. Solidarité aussi sur l'équilibre entre l'urbain et le plus rural. Ça, c'est l'échelon du département et je crois que ça va être renforcé. Et puis la mairie et les communautés de communes assurent le développement local, les écoles, une piscine s'il faut, enfin la vie de tous les jours. Donc je crois que la principale question, en tout cas, moi j'ai pas fait d'enquête particulière, mais bon, le vécu que j'ai là-dessus, c'était pas tant de savoir s'il fallait que l'État continue à assurer des choses et que ce soit transféré, c'était plutôt de savoir qui fait quoi. Sauf qu'il y avait quand même des contraintes. Aujourd'hui, des contraintes budgétaires, vous êtes bien placé pour le savoir, vous êtes rapporteur du budget. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est un autre sujet, sauf que quand l'État continue à assumer des missions et parfois doublonne avec les collectivités locales, il y a forcément de la déperdition d'argent public. Ça, je suis d'accord avec vous. Qu'il faille qu'il y ait un mapping qui soit le plus précis possible, ce qui n'est pas totalement fait aujourd'hui pour voir où il y a des doublons, je suis d'accord. Mais je ne suis pas certaine que ce soit dans les services déconcentrés de l'État qui ait le plus de redondance. Jacqueline Gouraud. Oui, en même temps, quand vous posez cette question, vous dites pourquoi on ne fait pas une nouvelle étape de la décentralisation. Je vais répondre un peu de façon simple, mais peut-être simpliste. Qu'y a-t-il encore à décentraliser ? C'est au fond ça qu'il faut regarder. Prenons le cas de l'emploi. On a bien vu, par exemple, sur cela là-dessus. Voilà, bon. Alors, en plus, ça coïncide, le débat qu'on a aujourd'hui. Demain, la Cour des comptes rend public un rapport sur ce point-là qui a déjà filtré dans les médias ce matin. Pôle emploi. Ok, je suis d'accord. Sur l'emploi, je suis d'accord. Et il y a même eu des propositions au Sénat. Il y a même eu des propositions au Sénat, effectivement, par rapport au développement économique, à la formation que les régions ont comme compétence. Je vous l'accorde. Mais en même temps, d'une façon plus générale, si je puis dire, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Sueur, il y a une limite à la décentralisation. C'est-à-dire que moi, je suis aussi pour un État fort, au sens un État qui assume ses fonctions régaliennes, comme l'a dit Jean-Pierre Sueur. Et moi, par exemple, peut-être sommes-nous influencés parce que nous habitons une région qui a toujours été le cœur de l'État français, si je puis dire. Je ne suis pas de celles qui pensent qu'il faut décentraliser l'éducation nationale, qu'il faut décentraliser je ne sais quoi encore. La justice, pour moi, ça n'existe pas non plus. Donc, il y a aussi, on entend, il y a une espèce de mode de dire il faut décentraliser, mais il faut regarder un peu ce qui reste à décentraliser. Et finalement, depuis les fameuses lois de fer, plus les lois successives qui ont eu lieu, notamment, il y a eu quand même un certain nombre de choses de fait. Et puis, il y a aussi l'état d'esprit. N'est-ce pas ? C'est de considérer comment on vit, comment les collectivités territoriales vivent avec l'État, avec leur État et les relations. Hein. Alors, évidemment, ça dépend aussi bien
des responsables des collectivités territoriales que de l'État. Et la manière de coopérer, de discuter, de préparer le terrain pour faire une réforme, etc., c'est très important également. Mais en même temps, moi, je ne suis pas de celles qui brandissent le drapeau de la décentralisation et qui disent alors il faudrait faire la 3e, 4e, ça, il y a un moment où il n'y aura plus d'État. Enfin, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est pour schématiser. Bien sûr, mais Jean-Pierre Sueur, ce qui est quand même, au moment où je reviens aux contraintes budgétaires, à la revue des missions, puisque Clotilde Walter nous en a dit un mot hier sur ce plateau, puisque le gouvernement doit donner dans les prochaines semaines, enfin avant la fin juillet, les premiers résultats d'une revue des missions qui a été engagée par Thierry Mandon l'année dernière. Quand même un État désargenté qui doit se recentrer sans doute sur des missions régaliennes. Évidemment qu'il n'est pas question de décentraliser des missions régaliennes. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller tout simplement plus loin? C'était un peu le sens de ma question sur certains. Je prenais le cas du service public de l'emploi, ça pouvait être aussi d'autres compétences. Est-ce qu'il n'y avait pas encore le moyen de décentraliser un peu plus pour permettre à l'État de se recentrer vraiment sur ses missions? Prenons un exemple concret. Les universités, qui sont une des clés de l'avenir et du développement économique. On en parlera demain, ici même avec Thierry Mandon. Les universités, bien. Il y a des pays où il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas de ministère de l'université, ce sont les régions, dans les États fédérés, qui peuvent s'en occuper. Eh bien, voyez-vous, moi je craindrais dans un tel système qu'il y eut des régions riches et des régions pauvres, et que dans tel ou tel secteur, il n'y ait pas la même qualité d'enseignement supérieur que dans... voyez-vous, nous rendons hommage à Charles Pasqua, même si nous n'avons pas toujours été en accord avec lui. Mais il a fait une université. C'est un des points sur lesquels moi j'ai été très critique. Il a fait une université parfaitement décentralisée, qui s'appelle l'Université Vinci. Qui avait été surnommée la Fac Pasqua, d'ailleurs. Hauts-de-Seine. Et puis alors, à quelques centaines de mètres, vous avez une université Nanterre, où il y a 10 fois plus de jeunes, il n'y a pas 10 fois plus de moyens. Vous comprenez? Bon, alors, si on veut aller dans un système vers un système comme cela, il faut le dire. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que c'est une exigence très forte que le 3e cycle, les masters, les enseignements doctoraux soient de qualité, que l'on soit à Limoges, à Perpignan, à Lyon, à Strasbourg ou à Paris. Vous comprenez? Donc là, il y a un point, pour moi, fondamental. Est-ce que ça veut dire que la région n'a rien à dire en matière d'université? Bien sûr que non. D'où une idée qui est due à un homme que j'aime beaucoup. Je vais citer quand même, je vais dire son nom. Michel Rocard. Quand Michel Rocard, il y a quelques décennies, a créé les contrats de plan, il a créé quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que l'État, il est signataire du contrat de plan. Et la région, ou parfois le département, ou la grande ville, elle signe aussi. Et ça veut dire qu'on peut avoir des plans très intelligents et intéressants et très pratiques. Parce qu'avant, on avait le plan gaullien. Grand respect pour le général de Gaulle, évidemment. Mais c'était un plan, l'impérieuse, l'ardente obligation du plan. Et puis au bout d'un moment, tout le monde avait oublié le plan. Tandis que quand votre plan, ce sont des actions concrètes, avec des chiffres. Combien, dans les 5 ans qui viennent, va mettre l'État, la région, les grandes villes, etc., etc. Là, c'est une manière à la fois de donner à l'État sa place, mais de donner aux collectivités de la décentralisation leur place pour bâtir ensemble quelque chose. Et je crois que le mot contrat, dans la vie sociale comme dans la vie économique, la vie politique et institutionnelle, est une des clés de l'avenir. On en revient à ce que disait Jacqueline Gouraud sur les relations entre les collectivités et l'État qui passent effectivement par ces contrats. Bernadette Malgorn, est-ce que vous ressentez, vous, alors vous êtes, je rappelle, vous êtes préfète à l'origine et vous êtes maintenant élu local depuis quelques années. Est-ce que vous sentez cet attachement à l'État chez les citoyens? Parce qu'on dit après tout, l'action locale, ce que demandent les gens, c'est que ça marche, peu importe que ce soit l'État, le département ou la région ou la mairie ou la communauté de communes qui assume ces missions. L'important, c'est que les services publics, l'action publique fonctionne. Est-ce qu'au-delà de ça, vous sentez un attachement particulier à l'État? On est quand même en France.
Je pense qu'on le redécouvre dans les moments de crise. C'est-à-dire que longtemps, la puissance publique n'était plus la puissance publique. Quand il y avait beaucoup d'argent, quand les budgets un peu partout étaient abondants, même si parfois c'était à crédit, avec une dette qui enflait, eh bien, le citoyen s'adressait, que ce soit à l'État, à la région, au département et aux instances locales, pour demander du service public. Et que les élus avaient tendance à répondre à la demande et à considérer qu'ils avaient bien fait leur devoir d'élu quand ils avaient mis à disposition des équipements, par exemple. Et qu'on ne s'est pas aperçu qu'on vivait au-dessus de nos moyens, et qu'en réalité, on s'était donné des adages liés au processus de décentralisation qui étaient à peu près le contraire de la notion de service public. Quand on dit qui paye commande, je suis désolé, ça c'est le consommateur sur un marché. On est dans le secteur privé. Alors c'est qu'on avait oublié la fin de l'adage, c'est qui paye commande dans le respect de la loi. Et oui, et c'est là qu'on redécouvre et l'État et les autres puissances publiques. La différence entre le marché et la sphère de la puissance publique, c'est que l'on peut exiger quelque chose du citoyen, que l'on peut aller un petit peu à l'encontre de sa liberté, voire de sa propriété, pour le bien commun. Et ça, je crois que comme maintenant il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, il faut être clair, on va redécouvrir qu'il y a d'autres moyens d'action de la puissance publique que simplement de déverser des subventions et de faire des investissements dont on commence à s'apercevoir d'ailleurs qu'on n'a pas toujours les moyens de les faire fonctionner. Alors c'est pour ça qu'en termes d'organisation, moi je ne suis pas enthousiaste non plus sur cette cartographie des compétences, parce que une compétence qui était extrêmement justifiée dans le champ de la puissance publique au moment de la reconstruction de la France, le bâtiment, la construction, tout ça soit public à l'époque, très bien, que quand il a fallu industrialiser la France, quand il a fallu s'occuper de l'exode rural, tout ça soit géré par la puissance publique, que ce soit l'État ou les collectivités, très bien. Aujourd'hui, on a d'autres missions. Et alors, la difficulté du processus de décentralisation en lien avec le problème budgétaire, c'est qu'avec la réforme constitutionnelle Raffarin et l'obligation de compensation obligatoire d'une compétence transférée, on a perdu ce qui était une des justifications initiales de la décentralisation en 82, c'était que on va transférer des compétences aux collectivités parce qu'elles les exerceront mieux que l'État, qu'elles feront donc des gains de productivité et qu'avec le même argent, on pourrait faire plus ou mieux. Alors, cette réforme constitutionnelle, elle a fermé un robinet qui aurait pu alimenter de nouveaux champs de la décentralisation. Un point qu'on a évoqué rapidement, on parlait du pouvoir des régions au début de ce débat. La loi MAPTAM sur les métropoles a donné, là pour le coup, de vrais pouvoirs aux nouvelles métropoles. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre les pouvoirs qui sont accordés aux régions, j'y reviens, et qui seront peut-être, selon certains, notamment si on entend l'ARF, mais pas seulement, ne sont pas complètement aboutis, incomplets en tout cas, et de vrais pouvoirs pour le coup, avec une réforme très aboutie sur MAPTAM. Valérie Rabault, est-ce que les métropoles, pour le coup, ont pas plus de pouvoir maintenant que les régions, ou en tout cas, est-ce que la loi MAPTAM n'est pas mieux ficelée que l'est la loi NOTRe sur les régions? Jacqueline Gouraud, si vous souhaitez répondre. Non. Simplement pour dire, ça dépend de quelle métropole on parle, parce qu'au fond, c'est pareil. On a utiliser un vocable qui ne recouvre pas les mêmes réalités. Je voulais juste dire ça. D'abord, vous prenez l'exemple de la métropole lyonnaise qui est... Prenons l'exemple de la métropole lyonnaise. Métropole lyonnaise face à la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. Qui va être une véritable collectivité territoriale et qui a fait disparaître, excusez-moi, sur son territoire l'échelon départemental, qui a pris les compétences du département. Après, vous avez d'autres métropoles qui sont organisées comme, je vais dire, à un niveau encore supérieur d'établissements publics de coopération intercommunale et qui, au fond, mis à part qu'on leur donne des compétences plus importantes, effectivement, est quand même toujours dans le cadre d'un EPCI. Mais je ne vais pas dire le contraire de ce que vous dites non plus. Quand je vois les débats qui peuvent avoir lieu,
entre les métropoles et les régions sur le plan notamment de la politique économique. Et oui, on en Vous revient auriez aux compétences. invité M. Kéran et M. Collomb. Je pense que vous auriez eu un débat animé, mais je pense que Jean-Pierre Sueur va pouvoir développer. Sur ce plan-là, Jean-Pierre Sueur, oui, développer. Je ne sais pas. Si vous voulez, on peut penser que le modèle lyonnais va prospérer. Il y a actuellement 13 métropoles. Il me semble que si le modèle lyonnais fait ses preuves, et je crois qu'il les fera, dans d'autres métropoles, on aura l'idée que la métropole peut aussi exercer les compétences du département. Oui. C'est un débat. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je pense, finalement, on va dire la vérité. Il y a eu un projet au départ. Et le Premier ministre Manuel Valls est venu un jour à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je n'invente pas. Et après avoir fait une réforme du mode de scrutin départemental qui présente des avantages, il a dit, ben voilà, en 2021, il n'y aura plus de département. Oui. Bon, il est revenu en arrière. Oui. Hein, et à mon avis, il a eu raison parce que je vais vous dire, moi, je pense que l'on peut imaginer la France avec des communautés fortes qui peu à peu exerceraient un certain nombre de compétences qu'exercent aujourd'hui les départements et des régions fortes qui peu à peu exerceraient des compétences qu'exerce le département aujourd'hui. Mais si l'on veut faire ça, il faut se dire que ça va prendre environ 20 ans. Et il faut avoir le sens du temps. Je parlais tout à l'heure de la loi sur les communautés de communes. Rapidement, Jean-Pierre Sueur, on vous demande de conclure. Moi, ben oui, quand je l'ai présenté, j'étais un jeune secrétaire d'État à l'Assemblée et au Sénat, on m'a dit « mais vous allez tuer les communes, etc., ça ne marchera pas ». Si, ça a marché, tout le monde a vu que c'était un échelon absolument nécessaire. Mais il a fallu du temps. Mais il a fallu du temps. Et en général, vous avez plein d'esprits brillants, et puis vraiment, je les aime bien, qui disent « voilà, on va passer d'un État A à un État B ». Eh bien, le changement en matière de collectivité locale, ça demande non pas un temps très long, mais ça demande de trouver un rythme, de dire où on va et par quelle étape. Donc nous verrons sur les arrive. Départements. Nous verrons sur les départements à l'usage. C'est un sujet d'avenir. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci. Je vais rendre l'antenne. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Et je vous dis à très bientôt sur Acteurs Publics TV. Restez à notre écoute. Merci.